Bonjour à tous et bienvenue dans votre web TV Mi-temps qui parle du sport et de ses acteurs. Voici les titres de votre émission. Aujourd'hui, Bastien Fanton-Danton est parti à la rencontre d'étudiants fans de NBA qui nous parlent de leur passion et comment ils arrivent à vivre de cette passion avec notamment plusieurs contraintes liées au décalage horaire. Ensuite, nous sommes partis voir du water polo en compagnie de Bastien Hirondelle et Thomas Leroux qui sont partis couvrir la rencontre de Coupe d'Europe féminine entre le Lille Université Club et l'Anneau Glyphada. En NBA, la saison a repris et les étudiants fans de NBA sont au taquet pour la reprise de la saison. La NBA est mondialement connue pour son spectacle et pour sa culture américaine qui est très très décalée par rapport en France à ce qu'on voit notamment dans d'autres sports comme le football ou comme le rugby. Bastien Fanton-Danton est parti interviewer des étudiants qui nous parlent de leur passion dévorante pour la NBA et pour la balle orange. Salut à tous, on est de retour sur Mi-temps. Aujourd'hui pour notre web TV sportive, on se retrouve aux abords de l'Université catholique de Lille car on va partir à la rencontre d'étudiants fans de NBA car la saison vient tout juste de recommencer. Suivez-moi. Comment arrives-tu à gérer ta passion avec le décalage horaire et quelles sont tes astuces en fait pour pouvoir être au plus près de ta passion? Alors déjà, bien évidemment, avec le décalage horaire, c'est très très compliqué de suivre les sports US. La NBA donc en fait partie. Alors ce que je fais, c'est que je regarde les highlights le lendemain matin. Je regarde aussi d'autres résumés, des débriefs et autres. Il y a aussi les comptes des réseaux sociaux qui permettent de suivre un peu l'actualité et les matchs même en direct. Donc j'essaie de trouver un juste milieu en fait entre mon sommeil et ma passion. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, mais voilà, on essaie de gérer comme on peut. Qu'est-ce qui te plaît le plus en fait dans cette culture sportive américaine qui est un petit peu particulière? Disons l'aspect un peu show, l'aspect spectacle. C'est clair que c'est assez poussé là-bas. Ça donne une dimension un peu impressionnante quand même au sport. Donc c'est super cool à voir. Et puis le talent aussi là-bas est quand même assez énorme. Tu nous faire un petit comparatif entre la culture sportive aux États-Unis et la culture sportive en France. Est-ce que tu trouves des différences ou des similitudes? En France, la culture sportive est beaucoup moins scénarisée, spectaculaire, je trouve, qu'aux États-Unis. Donc il y a quand même des rivalités, des gros matchs en France. Aux États-Unis, ce qui est vraiment mis en avant, c'est le spectacle. Ça, même les règles du jeu, c'est pas les mêmes. On a des cartons qui durent plus longtemps, tout ça. Le show sur place est beaucoup plus impressionnant qu'en France. Penses-tu de la médiatisation des sports US en France? Des chaînes comme BN, machin, tout ça, on arrive à avoir quand même une bonne médiatisation. Donc tous les matchs ne sont pas diffusés, mais les matchs les plus importants vont être diffusés. Et sinon, il y a des médias super sur les réseaux comme Trash Talk par exemple, que je regarde beaucoup, qui est à fond là-dessus et qui est le média numéro 1, je pense, en France sur le basket US. Merci à Raphaël et Lucas d'avoir répondu à nos questions. Si ça vous a donné envie de suivre la NBA, en ce moment le League Pass, donc c'est l'application pour suivre un peu les matchs et l'actualité de la NBA. C'est un prix très attractif pour nous les étudiants, notamment à moins 50% sur un abonnement à 17,99 €. Ciao. On est avec Bastien et Léa. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour. Léa. Merci d'être avec nous pour ce reportage sur la NBA et les étudiants qui sont fans de NBA et qui suivent leur passion. La première question, ce serait pourquoi avez-vous choisi ce sujet en particulier? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ça fait écho après février, donc lors de la finale du Super Bowl, donc qui est la rencontre opposant les deux équipes qui sont allées le plus loin possible au football américain pour déterminer le champion. Ça a fait un bon succès d'audience sur les chaînes de TV françaises. C'est un sport qui est en retrait par rapport à la NBA. On sait que la NBA est en plein développement, qu'il y a des médias comme Trash Talk, donc qui est un média sur les réseaux sociaux qui développe une actualité quotidienne sur la NBA. Il y a un vrai public, il y a vraiment un public qui se développe. Donc on s'est dit, dans une université de 30 000 étudiants, il y a bien des personnes complètement folles qui ne dorment pas la nuit et qu'on pourrait faire un petit reportage pour s'intéresser à eux. Et c'est aussi important de mettre aussi en avant les étudiants qui sont fans de NBA ou fans même, on va dire, de sport US pour leur permettre aussi de pouvoir parler de leur passion. Sport US, oui, mais on a bien remarqué qu'il y avait une différence entre la NBA, parce que la NBA, on peut la franciser. Donc il y a la Pro A, la Pro B, ça reste du basket. Le football américain, comme le football en Europe, ça se joue avec le pied, le football américain, c'est avec la main. Il y a une différence, c'est en retrait, c'est en cours, ça se développe, il y a des clubs notamment dans la région du football américain, ça se développe, ça a du mal, il y a plus de fans de NBA quand même. Quelles sont pour vous les principales différences entre la culture sportive américaine et la culture sportive en France? Est-ce que vous avez trouvé des petites différences par rapport à ça?
C'est vrai que moi qui suis principalement le football et le sport mécanique, j'ai remarqué depuis que je suis très récemment à la NBA qu'il y a une vraie distance entre les joueurs et le public en football et en sport méca, parce qu'il va y avoir plusieurs mètres de terrain ou de piste tout simplement entre les gradins et la piste, alors qu'en NBA, ils sont vraiment à quelques centimètres. Parfois, on les voit qui se rattrapent dans le public quand ils sont à la limite de tomber. Les NBA sont vraiment plus proches du terrain et je pense plus proches de leurs joueurs aussi, alors que, par exemple, en football, nous, en France, dès qu'il va y avoir une défaite, ils vont plus tout de suite rentrer dans le vestiaire sans forcément aller voir les joueurs. Il y a moins d'incidents aussi par rapport au foot. On a vu récemment, il y a eu beaucoup d'incidents avec des débordements en dehors et dans le stade, alors qu'en NBA, je vois beaucoup moins ça. Après, pour suivre récemment, j'ai pas encore vraiment pu tester, mais de constat, j'ai rarement vu ça. Il y a aussi la notion de spectacle aussi qui rentre en compte, notamment avec la différence entre la culture aux États-Unis et en France. Quel est votre avis sur la couverture médiatique de la NBA en France ? Est-ce que vous pensez que la NBA est assez bien médiatisée pour notamment les étudiants français ou même les Français qui veulent suivre la Ligue ? Le problème de la NBA, c'est que c'est une des plus grandes puissances. C'est une des plus grandes puissance de fédération sportive, donc qui génère un maximum d'argent. Donc il faut trouver l'argent où il faut. Donc c'est pas disponible gratuitement. Faut payer un abonnement, donc que ce soit sur le League Pass, comme on a dit dans le reportage, ou les chaînes beIN Sport. Donc c'est le principal diffuseur en France. Par contre, il y a un développement. Donc comme on a dit, Trash Talk. On voit qu'il y a quand même une différence entre le basket et le football. Donc pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, la France s'est fait sortir en poule la dernière Coupe du Monde de basket. C'était pas diffusé en clair les matchs de poule. Par contre, à partir des quarts de finale, ça allait être diffusé en clair et ça allait être Bastien et Alex de Trash Talk qui allait commenter sur les chaînes du service public, sur France 4 notamment. Donc on voit qu'il y a une reconnaissance, mais on voit que c'est un peu encore en retrait parce que on mise pas tout, parce que ça représente de l'argent de diffuser un match, on mise pas tout directement sur le basket, ça se développe, c'est bien axé, franchement l'équipe de beIN Sport elle est top, on voit on connaît leur équipe, on connaît les équipes de tout le monde, il n'y a pas de supporterisme, c'est très objectif, ça vaut le coup de connaître, ça se développe, c'est bien, il y a des bons bouquins, t'as le dernier livre de Rémi Reverchon, Road Trip NBA, qui a été amélioré en rajoutant les villes de Las Vegas et de Seattle. C'est cool, franchement, allez-y, achetez les bouquins si vous êtes intéressé, si ce reportage vous a donné envie. C'est en plein développement. Et pour finir, pouvez-vous nous parler un petit peu de la saison NBA qui vient de reprendre, du classement, des joueurs à suivre ? Est-ce que vous avez une équipe qui a retenu votre attention ? Ce qui est intéressant en NBA, c'est qu'on n'a pas de différence. Donc, par exemple, au foot, moi je prends l'exemple, on est en France, du championnat de France. Le PSG, ils mettent l'argent où il faut, il y a une domination. Il y a clairement une domination parce qu'on ne rééquilibre pas les choses. Alors qu'en NBA, quand les équipes sont mauvaises, donc il y a un mauvais classement, ils vont être dernières. Donc du coup, ils vont être en position de force pour la draft. Donc la draft, ce qu'on rappelle, c'est on sélectionne les meilleurs joueurs des lycées, du collège. Donc les collèges, avant, ils vont au lycée et après, on sélectionne les meilleurs joueurs de lycée. Ça peut rééquilibrer carrément une franchise. Donc là, on voit dernièrement, on ne prend pas que les lycées américains, on voit dernièrement Victor Wembanyama qui allait aux Spurs, c'est un impact, même si les résultats ne sont pas concrets directement. Mais par contre, tu as des joueurs comme Scoot Anderson, donc, qui a été drafté ensuite, Kate Cunningham, ça change vraiment une franchise, donc du coup, ça rééquilibre. Tu as 30 équipes qui peuvent gagner le championnat, donc s'ils sont nuls une année, ils peuvent être très bons l'année suivante, comme le Magic, là, qui est deuxième de conférence. C'est possible, ça stimule quelque chose auprès des personnes. Le résultat n'est pas écrit. Tout le monde peut battre tout le monde, c'est ça qui est intéressant, vraiment. Merci Bastien, merci Léa pour ces précisions. Merci. On enchaîne sur un nouveau reportage. Après le basket, place au water-polo. Le water-polo qui est un sport qui est très très peu médiatisé. C'est un sport collectif aquatique qui commence à émerger sur la scène médiatique en France. Bastien Hirondelle et Thomas Leroux sont partis couvrir la rencontre de Coupe d'Europe féminine entre le Lille Université Club et l'Anneau Glyfada. Bonjour à tous, on est ici pour le compte de mi-temps pour une nouvelle vidéo sur le sport. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe féminine de water-polo pour le match entre l'Anneau Glyfada et le Lille UC. Allez, suivez-nous pour ce match intéressant. La rencontre de ce samedi 25 novembre opposait le LUC Métropole Waterpolo face à l'Anneau Glyfada, club grec, pour la 4e journée des phases de poule de la LEN Cup Women.
Mais alors comment se déroule un match de water-polo ? Il y a 7 joueuses avec 6 remplaçantes, donc 13 joueuses par équipe. L'équipe à domicile porte des bonnets blancs et celle à l'extérieur porte des bonnets bleu foncé. Il y a 4 périodes de 8 minutes, donc 32 minutes de match. Chaque équipe possède 2 temps morts afin d'ajuster leur tactique. À chaque turnover de la possession de balle, l'équipe récupérant la balle dispose de 30 secondes pour tirer au but. La LEN Cup Women est la Coupe d'Europe de water-polo féminin et les Lilloises en ont fait un de leurs objectifs principaux cette saison. Après cette rencontre très serrée, nous avons pu avoir la réaction de Eleni Bovali, joueuse grecque du LUC Métropole Water-Polo. Donc là on est avec Eleni. Du coup Eleni, est-ce que tu es satisfait du résultat pour aujourd'hui ? Ouais, je suis satisfait. C'était pas le meilleur résultat avec cette équipe, mais nous on voulait gagner pour prendre les 3 points. Maintenant du coup on est bon pour la suite. Et du coup pour la suite de la saison, c'est quoi les principaux objectifs ensuite ? Les principaux c'est d'aller au Final Four de la Coupe d'Europe que c'est maintenant. Et c'est aussi pour le championnat de France d'être championnat de gagner. Okay. Si on peut faire pareil pour l'Europe, mais pour l'instant c'est pour aller au Final Four. Ok. Et après au Final Four, vous pensez vraiment avoir les capacités pour aller même chercher la victoire ou pas finale ? Moi je pense oui. On a une bonne équipe cette année. Il faut travailler sur quelques erreurs on pourrait voir un peu aujourd'hui sur la défense sur l'attaque. Mais je pense que si on travaille sur cette erreur, on peut vraiment gagner même la Coupe d'Europe. Ok. Merci beaucoup. Un grand merci à Eleni pour nous avoir accordé du temps et à Nicolas qui s'occupe de la communication du club et qui nous a organisé l'événement au mieux. Toute l'équipe de mi-temps souhaite le meilleur parcours possible à nos Lilloises. À bientôt pour encore plus de sport sur votre web TV favorite. On est donc en plateau avec Bastien et Thomas. Bonjour Bastien. Bonjour Kylian. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous donc, pour nous parler de ce reportage sur le water-polo. La première question, ce serait pourquoi cette volonté de mettre en avant le water-polo, qui est un sport qui est très très peu médiatisé et qui plus est féminin. Oui, alors on sait que le water-polo est un sport qui est très sous-médiatisé. On vient de parler du basket et de la NBA. La NBA, elle aussi, est sous-médiatisée, mais le basket est un sport qui est très populaire, au même titre que le football. Le water-polo, lui, par contre, est un sport qui est pratiqué par uniquement 13 à 15 000 licenciés en France, comparé aux millions de licenciés dans le monde du football. Et en plus, ici, à Lille, on a une équipe impressionnante avec le Lille Métropole Water-Polo qui vient de gagner 9 titres depuis 2014, donc ils sont en passe de rattraper la SPTT de Nancy qui en avait gagné 14 dans les années 90 à 2000. Puis je trouve aussi que c'est très important de mettre en valeur le sport féminin. On sait qu'il y a moins de 10% du temps d'écran qui est réservé au sport féminin par rapport aux 65% sur les chaînes de sport pour le sport masculin. Et sur le sujet du water-polo, c'est un sport qui est très physique, très impressionnant et qu'on ne met pas assez en avant malgré toutes ses qualités. C'est aussi un sport qui est simple à comprendre et donc je pense qu'il est très facile à exporter pour ces raisons-là. La deuxième question, ce serait, pensez-vous que ce sport peut se développer de plus en plus, notamment au niveau de la couverture médiatique ? On l'a vu notamment que le water-polo, même lors des derniers Jeux Olympiques, n'était pas forcément super médiatisé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de progression par rapport à ça ? Ouais, évidemment, il y a une énorme marge de progression, comme tu l'as cité avec les Jeux Olympiques. Là, on a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent bientôt. Les Jeux Olympiques peuvent évidemment donner une énorme lumière sur ce sport. Les joueuses qu'on a pu voir là, dans ce reportage et même lors de la rencontre, c'est des super athlètes. Elles arrivent à réaliser des choses qui sont physiquement très impressionnantes. Donc forcément les JO vont être un gros point pour mettre en lumière ce sport. Après, bien évidemment, c'est aux médias de aussi faire un effort pour mettre en avant le sport afin d'attirer des sponsors et donc forcément des moyens financiers pour développer encore plus le sport dans sa globalité, que ce soit dans ses infrastructures et aussi mettre en avant les joueurs au mieux. Surtout que c'est un sport qui est vraiment très très physique et très très intense. Pour avoir déjà fait l'expérience. C'est un sport qui vraiment mérite une couverture médiatique assez large pour pouvoir justement permettre aux fans notamment de pouvoir en profiter. Et ma dernière question, ce serait justement, j'ai parlé des fans, comment est-ce que vous pensez que les fans ou les amateurs du water-polo puissent justement permettre en fait de médiatiser encore un petit peu plus leur sport, faire parler d'eux, comment est-ce qu'ils peuvent s'en prendre ? Eh bien tout d'abord,
En développant la communication. Déjà, la première chose à faire, c'est développer la communication. On sait que Lille a une grande équipe, un grand complexe avec cette piscine Max Dormoy qui est vraiment magnifique et vraiment très bien entretenue. Donc toute l'équipe de communication, avec notamment Nicolas qui nous a très bien accueillis, a développé ce pan très important du club. Mais aussi, je pense qu'il faut mettre en valeur les formes variées du water-polo, pas seulement celui en piscine. C'est un sport qui est difficile à exporter parce qu'il faut une piscine, il faut les buts, il faut toute l'infrastructure qui va avec. Donc il y a d'autres formes de water-polo comme le beach polo qui se pratique du coup sur des plages avec du coup un sport qui est peut-être plus facile à exporter puisqu'on peut avoir pied, on peut avoir des buts gonflables qui peuvent du coup être mis en place beaucoup plus facilement. Et je pense que ces formes-là de water-polo qui sont encore plus confidentielles que le sport en lui-même doivent être mises en avant pour permettre au sport de devenir plus populaire. Merci Bastien, merci Thomas. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram, Mi-temps 2023, et sur notre chaîne YouTube, Mi-temps. C'est la mi-temps, donc pour nos journalistes qui retournent au vestiaire pour revenir en forme pour la seconde partie de la saison. Quant à nous, on vous dit merci pour vos reportages pour cette dernière année, pour cette dernière émission de l'année 2023. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles émissions. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année entre amis ou en famille. Prenez soin de vous et à très vite.